Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Wikipodcast, l'émission qui explore les figures et les événements marquants de l'histoire et de la science. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie d'un titan du 19e siècle, une figure à la fois brillante et controversée, qui a façonné notre compréhension du monde naturel. Georges Cuvier, à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance, le 23 août 1769. Absolument, Speaker 1. Georges Cuvier n'est pas seulement un nom dans les manuels. C'est l'un des pères fondateurs de l'anatomie comparée et de la paléontologie moderne. Ses travaux ont révolutionné la manière dont nous étudions les animaux et la Terre, même si certaines de ses idées sont aujourd'hui dépassées ou jugées problématiques. Né Jean-Léopold Nicolas Frédéric Cuvier, dit Georges Cuvier, le 23 août 1769 à Montbéliard et décédé le 13 mai 1832 à Paris, Cuvier était un anatomiste français qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire des sciences. Mais avant de devenir ce scientifique éminent, quelle fut son enfance et sa formation ? Cuvier est issu d'une modeste famille luthérienne de Montbéliard. À sa naissance, Montbéliard était rattaché au duché de Wurtemberg où l'école était obligatoire. C'est d'ailleurs la lecture de Buffon durant ses études brillantes qui va orienter sa vocation scientifique. Après le collège de Montbéliard, il intègre l'Académie Caroline de Stuttgart en 1784 où il excelle. Là, il acquiert non seulement des connaissances scientifiques qui le passionnent, mais aussi une maîtrise de la langue et de la littérature allemande, ainsi que des compétences en économie, droit administratif et gestion forestière qui lui seront utiles plus tard dans ses fonctions d'administrateur. Une formation éclectique donc, qui dénote déjà une grande curiosité. Comment ce jeune prodige arrive-t-il ensuite à Paris, la capitale scientifique de l'époque ? Après Stuttgart, en 1788, Cuvier devient précepteur en Normandie pour la famille du comte d'Hérissi. C'est là, dans le Pays de Caux, que son temps libre lui permet de se consacrer pleinement aux sciences naturelles. Il dissèque des animaux domestiques, étudie poissons et mollusques, collecte des fossiles et constitue un important herbier. C'est un véritable autodidacte qui se forme sur le terrain. Pendant la Révolution française, il occupe même des fonctions administratives locales, comme secrétaire greffier, ce qui lui laisse malheureusement peu de temps pour l'histoire naturelle. Mais ses talents sont vite repérés. Il soumet ses notes au curé Tessier, qui les communique à Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, alors professeur au tout nouveau Muséum national d'histoire naturelle, à Paris. Exactement. Ce fut le tournant. Appelé à Paris en 1795 grâce à Tessier, Cuvier se fait remarquer rapidement par ses cours et ses écrits, notamment ses mémoires sur les espèces d'éléphants vivants et fossiles. Ses savoirs et l'originalité de ses méthodes lui ouvrent les portes du muséum, créé en 1793 à partir de l'ancien jardin royal des plantes médicinales. En 1796, il devient professeur d'histoire naturelle et suppléant à la chaire d'anatomie des animaux au muséum. La même année, il publie le tableau élémentaire de l'histoire naturelle des animaux, un ouvrage majeur qui revisite la classification animale et assoit son notoriété. C'est le début d'une carrière fulgurante à Paris. En 1802, il succède à Mertru comme professeur titulaire à la chaire d'anatomie des animaux, qui prend alors le nom emblématique de chaire d'anatomie comparée. Il y restera jusqu'à sa mort en 1832. C'est aussi lui qui, dès 1802, installe son cabinet d'anatomie comparée au Jardin des Plantes, l'ouvrant même au public en 1806, marquant ainsi la création de la première galerie d'anatomie comparée du muséum. Ce cabinet est le laboratoire de ces théories révolutionnaires. Cuvier est parmi les fondateurs de l'anatomie comparée moderne, énonçant des principes fondamentaux comme la subordination des organes et la corrélation des formes. Il propose une nouvelle classification du règne animal en 4 embranchements: articulés, vertébrés, mollusques, radiaires, remettant en cause l'ancienne chaîne des êtres. Il utilise le système nerveux, respiratoire et les organes pour définir l'ordre, la famille, le genre et l'espèce. Et c'est en appliquant ces principes qu'il est devenu le fondateur de la paléontologie des vertébrés. À partir de quelques débris fossiles, il est capable de reconstruire des êtres disparus et de les classer méthodiquement. C'est un peu comme s'il était le détective ultime du passé animal, non ? Tout à fait. Il a véritablement créé un monde nouveau en démontrant l'existence d'animaux et de végétaux aujourd'hui disparus. Il a aussi donné de nouvelles bases à la géologie en permettant de déterminer l'ancienneté des couches sédimentaires par la nature des fossiles qu'elles renferment. C'est d'ailleurs lui qui a nommé la période moyenne de l'ère secondaire le Jurassique, en référence aux couches du massif du Jura, qu'il connaissait bien. Il a décrit de nombreux taxons fossiles célèbres, comme le Paléotherium, le Pterodactylus, le Megatherium et le Mosasaurus. En parlant de ces théories, on ne peut pas ignorer son adhésion au catastrophisme. Quelle est cette théorie et comment se positionnait-il par rapport aux autres idées de son temps ?
Cuvier était un partisan scientifique notable du catastrophisme, une théorie précurseur de l'évolution. Il s'opposait clairement à l'actualisme ou uniformérisme. Plutôt que de parler d'extinction de masse globale, il évoquait des révolutions du globe ou des extinctions majeures résultant de catastrophes locales, comme des inondations ou des séismes. La Terre était ensuite repeuplée par de nouvelles créations ou des migrations. Il faut noter que, par prudence vis-à-vis des autorités religieuses, il excluait l'homme de cette histoire géologique. Son ouvrage « Recherche sur les ossements fossiles de quadrupèdes » de 1812 et son discours préliminaire devenu « Discours sur les révolutions de la surface du globe » en 1825 défendent cette idée de crise locale. Son influence ne se limitait pas à la science pure. Il a occupé de nombreuses fonctions administratives et politiques. Membre de l'Institut de France et secrétaire perpétuel des Académies des sciences dès 1803, professeur au Collège de France en 1800, conseiller d'État en 1814, il a même été nommé directeur des cultes dissidents, protestants et juifs, en 1828, et a reçu le titre héréditaire de baron en 1829. C'était un homme d'un pouvoir considérable. Oui, et ce pouvoir, il l'a aussi utilisé pour combattre ce qu'il considérait comme des erreurs scientifiques. Cuvier était un ardent défenseur de la fixité des espèces et s'est violemment opposé au transformisme de Lamarck. Son opposition était telle qu'il aurait utilisé tous les moyens que lui conféraient ses postes pour entraver la diffusion des idées transformistes. Il aurait bloqué l'accès aux carrières académiques, aux collections du muséum et aux revues scientifiques, aux partisans du transformisme. C'est une page moins glorieuse de son histoire. On rapporte même qu'il aurait tenté d'entraver la publication des Annales des sciences de l'observation. À la mort de Lamarck, Cuvier a prononcé un éloge funèbre pré-controversé, où il a déformé et tourné en ridicule les idées de son adversaire, contribuant à des conceptions erronées de la théorie de Lamarck. Son mainmise sur le système universitaire expliquerait en partie pourquoi l'évolution a eu tant de mal à s'implanter en France. Et parlons aussi d'un autre aspect encore plus sombre de son héritage, son rôle dans le racisme scientifique de l'époque. C'est un point crucial. Cuvier adhérait et a conforté la pensée scientifique dominante de son temps, imprégnée de préjugés racistes. Il tenait les Noirs africains pour la plus dégradée des races humaines. L'exemple le plus tristement célèbre est celui de Saartjie Baartman, connu sous le nom de Vénus Autanton. Après sa mort, Cuvier entreprend de la disséquer, moulant son corps, prélevant son squelette, son cerveau et ses organes génitaux pour les exposer à la galerie d'anatomie comparée. Et le plus frappant, c'est la contradiction. Malgré des observations personnelles où il décrivait Baartman comme une femme au caractère gai, bonne musicienne, dotée d'une bonne mémoire, il n'hésitait pas à la décrire devant l'Académie de médecine avec des stéréotypes racistes, comparant son visage à celui des singes et se référant à une loi cruelle qui semble avoir condamné à une éternelle infériorité les races à crâne déprimé. Cela illustre bien comment les préjugés racistes de l'époque pouvaient prendre le dessus sur les constats factuels, s'appuyant sur des classifications morphologiques et même sur des mythes religieux comme la malédiction de Canaan. C'est un rappel puissant de la manière dont la science peut être dévoyée par les idéologies dominantes. Georges Cuvier décède le 13 mai 1832 à Paris, à 62 ans, non pas du choléra comme on le croit souvent, mais à une cause restée indéterminée après autopsie. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise. En somme, la figure de Georges Cuvier est celle d'un scientifique aux contributions monumentales. Père de l'anatomie comparée, fondateur de la paléontologie des vertébrés, théoricien du catastrophisme et grand administrateur de la science en France. Il a enrichi notre compréhension de l'histoire de la vie sur Terre de manière incommensurable. Mais c'est aussi un homme de son temps, dont la vision scientifique était profondément ancrée dans le fixisme et malheureusement dans les préjugés raciaux. Son opposition féroce à l'évolution et ses positions sur les races humaines nous rappellent la complexité des figures historiques et la nécessité d'une analyse critique de leur héritage. Un légat scientifique prodigieux, mais teinté de controverses, qui continue à susciter débats et réflexions sur la nature de la science, de l'éthique et du progrès. C'est tout pour cet épisode passionnant de Wikipodcast. Nous espérons que cette exploration de la vie et de l'œuvre de Georges Cuvier vous a apporté de nouvelles perspectives. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos questions. À bientôt pour un nouvel épisode.